il va falloir s'entraîner, il va falloir faire preuve d'une certaine abnégation, car oui, une préparation, c'est beaucoup de plaisir. Alors je vais te rassurer, Guillaume, même si par certains côtés tu es un peu foufou comme garçon, tu n'es pas dingue, je te rassure. Une course comme le semi-marathon, pour moi, elle est beaucoup plus accessible. Et pourtant, la distance, elle est plus grande. Donc voilà, là, on en revient encore aux traits de personnalité de chacun. Que la compétition, c'est pas simplement le culte d'une victoire, le culte du chrono, c'est aussi l'art d'oublier ses limites, ses doutes et peut-être même son passé. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette période de rentrée, synonyme pour beaucoup d'entre nous de nouveaux défis sportifs à programmer, histoire de rester motivé tout au long de l'année. Alors, comment bien choisir son nouvel objectif en fonction de ses qualités, références intérieures ou encore du temps à allouer à sa préparation? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant ça, je vous prie d'accueillir mon fidèle acolyte. Il est à la course à pied ce que John Travolta est au disco, c'est notre bien-aimé Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment vas-tu ? Hello Guillaume, bonjour tout le monde. Eh bien, après une si belle présentation, je serais bien mal nulé si j'étais pas aux anges et ça va au top. Eh bien parfait, Fred, je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de parler de la reprise sportive. Parce que, comme tu le sais, on a été très nombreux à profiter des vacances d'été pour se reposer et on a eu bien raison. Donc du coup, on a peut-être arrêté le sport et là, en cette période de rentrée, la question de la reprise sportive, elle va se poser. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour reprendre sans brusquer l'organisme et sans se dégoûter? Parce que c'est toujours une période délicate à gérer pour les coureurs et coureuses. Alors effectivement, cette période de reprise du sport après les vacances est souvent crainte par les athlètes et ça peut être une période délicate à gérer pour eux. Encore plus si vos vacances étaient particulièrement reposantes, comme toi Guillaume, hein, parce que je sais que tu as passé beaucoup de temps à bronzer sur les plages italiennes en buvant des smoothies au bord de la mer et très sincèrement, tu as eu raison d'en profiter. Donc voilà, après ce qu'il faut le comprendre, c'est que le corps il s'habitue très vite à ce mode farniente et on peut même dire qu'il adore ça. Ça lui demande peu d'efforts énergétiques et du coup, il va se mettre en mode hibernation, histoire d'en faire le moins possible. Et c'est pour ça qu'on a des fois l'impression d'être très fatigué et qu'on dort encore plus quand on est en vacances. Alors, à ce niveau-là, tu as deux effets qui jouent. Le premier, c'est un effet de relâchement. Tu vois, on évacue toute la pression de l'année qui vient de s'écouler et tu as une sorte de contre-coup de tous les événements, qu'ils soient professionnels, personnels. Voilà, hop, tu relâches, on relâche la pression comme on dit et donc ça te tombe dessus. Le deuxième phénomène, il est lié à notre héritage génétique et qui date là, ça date un peu maintenant, de l'époque Homo sapiens. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des milliers d'années, l'environnement était particulièrement hostile. Tu le sais, l'homme ne sortait de sa grotte que pour chasser le reste du temps. Il restait à l'abri et il passait le plus clair de sa journée à ne rien faire. Son corps se mettait immédiatement au repos pour économiser un maximum d'énergie et récupérer pour la prochaine chasse. C'est la raison pour laquelle notre corps il a tendance à hiberner lors des périodes de repos et qu'on se sent aussi bien, par exemple sur le transat à la plage ou sous la couette le dimanche matin. En fait, on dispose d'une sorte de bouton veille qui s'active dès que nous ne sommes plus dans un mouvement d'activité continue et soutenue. C'est vraiment drôle ce que tu dis, Fred, parce que j'ai remarqué exactement ça. Après une journée passée à la plage, en fait, à ne rien faire, si ce n'est à lire des livres ou encore à écouter des podcasts, on peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus fatigant à faire. Eh bien, le soir, je suis épuisé. Et en fait, c'est terrible parce que t'es fatigué de rien faire, quoi. Exactement, ça peut sembler paradoxal, mais c'est totalement normal. Le corps est le plus sophistiqué et efficace des systèmes. Il se nourrit de ce qu'on lui apporte. Une forme de cercle vertueux ou non d'ailleurs. Donc en fait, si j'ai bien compris, plus nos vacances ont été reposantes, plus du coup la reprise, remettre en marche la machine, ça va être compliqué. Donc si je veux reprendre le sport, ça va être plus compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Alors effectivement, ça va être un peu plus compliqué, mais pas tant que ça non plus, parce que déjà le corps, il a une mémoire, hein, nous en avons déjà parlé. Et comme on l'a déjà évoqué, passer 15 jours sans sport, le corps se désadapte dans des proportions significatives. Il est donc nécessaire de reprendre progressivement, tant en volume qu'en intensité. Donc lors de vos reprises, privilégiez les footings à faible allure,
Introduisez progressivement des séances de seuil, c'est-à-dire votre allure semi-marathon, c'est-à-dire d'intensité moyenne, et de manière très progressive, augmenter le nombre de sorties dans la semaine, leur durée et l'intensité sans jamais aller très haut non plus. J'en profite également pour donner une recommandation à toutes les personnes qui nous écoutent. La reprise, c'est le moment idéal pour aller consulter votre médecin, un médecin du sport de préférence, pour passer un test d'effort sur tapis, pour notamment détecter d'éventuelles anomalies. Et en plus, c'est le moment de refaire son certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied et en compétition. Si vous voulez vous inscrire à des courses, cette petite spécification est essentielle. Donc voilà, n'hésitez pas de profiter de ce moment de reprise pour refaire le check-up total et voir que, entre guillemets, la machine est bien en marche. Donc un check-up, il est toujours utile de surveiller son corps. Du coup, pour revenir sur la période de reprise, on l'a compris, plus on en fait, plus on a envie d'en faire, et moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc, quand on reprend le sport, il faut réhabituer le corps à l'effort, lui redonner envie d'en faire. Ça peut passer aussi par des petites choses simples, comme par exemple prendre l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur, s'arrêter une station de métro avant pour continuer à pied. Et puis, quand on reprend le chemin de l'entraînement, on se soucie pas du temps, on prend pas sa montre, on court vraiment au plaisir, à la sensation. On pense pas aux séances qu'on faisait avant ou au niveau qu'on avait avant. On va le récupérer, on s'inquiète pas. Donc ça sert à rien de se prendre la tête sur ça. Voilà. Et puis surtout, on y va progressivement, puisque c'est la clé d'une reprise efficace. C'est vraiment la progressivité. C'est pas Fred qui va me contredire. Je pense que maintenant on va pouvoir passer au sujet du jour, qui est de comment bien choisir ses objectifs de rentrée. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi un bon objectif, qu'est-ce que c'est ? Alors, je te dirais que la réponse, elle se trouve dans la définition même d'un objectif. Un objectif, il doit être défini et clair. Il doit être mesurable, quantifiable. Il doit être identifié dans le temps et être suffisamment ambitieux tout en restant atteignable. Afin de bien remplir ce cahier des charges, il est nécessaire de prendre en considération tous les éléments qui contribuent à ta performance. Le temps consacré aux entraînements, ton niveau, les conditions pendant la prépa, on en a déjà parlé. Si tu prépares une compétition qui a lieu dès la rentrée, tu sais que tu vas devoir passer l'été à t'entraîner, et inversement au printemps, tu vas devoir t'entraîner l'hiver, peut-être dans des conditions plus difficiles. Donc ça, il faut l'intégrer également. Et évidemment, tes activités extrasportives, c'est-à-dire qu'elles soient professionnelles, sociales, personnelles, familiales, sont autant d'éléments que tu dois intégrer à ta réflexion pour bien définir ton objectif. C'est vrai qu'il y a nos envies, mais il y a aussi la réalité, le temps qu'on va pouvoir allouer à ces entraînements, et il faut pas faire l'autruche. L'idée, c'est vraiment de bien mesurer tout ça pour choisir un objectif qui soit adapté à nos modes de vie et au temps qu'on peut y consacrer, évidemment, parce que sinon, ça risque d'être un problème, j'imagine, au fur et à mesure de la préparation. En tout cas, on peut faire un constat, Fred, c'est que sur les courses sur route, il existe une multitude de distances qui vont du 10 km jusqu'au fameux et très célèbre marathon. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes ces courses sont adaptées à tous les profils de coureurs ? Alors là, on touche clairement au cœur du problème, qui est au final un vaste débat. Suis-je fait pour telle ou telle distance ? On en a déjà parlé tous les deux dans le podcast. Et donc toi, comme l'ensemble des personnes qui nous écoutent, connaissent mon approche. On est bon là où on a envie d'être. Peut-être que tu as des qualités pour faire du court, mais peut-être que tu as envie de faire du long, du marathon. Donc moi, la réponse que je donne à tout le monde et à mes athlètes en priorité, c'est va là où tu as envie d'aller. Ceci étant dit, il faut tout de même avoir une bonne compréhension des exigences des différents formats de course pour t'aider à t'orienter et à fixer tes objectifs à venir. N'oublie pas que ton plus bel objectif est celui qui va te faire rêver et qui va te donner envie de te dépasser. Complètement d'accord avec toi. Il faut pas s'imposer des règles qui finalement n'existent que dans la tête de ceux qui les prononcent. On a tout intérêt à suivre nos envies, ne serait-ce que pour la préparation. Si c'est une distance qui nous fait vraiment rêver, la préparation elle va être évidemment plus simple. Ça, c'est clair. Par contre, on se connaît pas tous aussi bien et des fois, on peut hésiter entre un marathon ou un semi. Alors là, quels conseils tu pourrais nous donner ? Je suis sûr que tu as des petites astuces pour un peu bien comprendre les courses qui sont faites pour nous. Alors évidemment que j'ai des petits conseils. Et le premier, c'est votre personnalité. Qui êtes-vous ?
À qui on est? Ça, c'est une bonne question. Tout à l'heure, je faisais référence à des règles que le coureur devait respecter. Je vais être plus précis. Tu sais, on dit souvent que voilà, il faut commencer par le 10 km, puis ensuite monter progressivement sur semi-marathon et peut-être qu'à 35 ans, 40 ans, on aura le droit d'aller sur marathon. Et là, la personnalité, elle rentre un peu moins en compte avec ces règles-là. Il faut se soumettre à certaines règles et on n'a pas vraiment le choix. Toi, finalement, t'es pas d'accord avec ça, c'est ça? C'est pas que je suis pas OK avec ça, mais tu sais, on entend souvent dire dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Eh bien, moi, je trouve que cette maxime, elle correspond parfaitement à notre sport en la transformant un peu. Dis-moi comment tu cours et je te dirai qui tu es. En fait, je trouve que chaque distance, elle a ses spécificités qui renvoient à des traits de caractère. Une personne qui est impétueuse, fugueuse, dynamique, punchy, elle aura tendance à s'épanouir sur le 10 km où l'intensité elle est élevée, tu es sur un format de course où la régularité, elle laisse place aux attaques, aux relances. Un athlète qui est plus dans une personnalité, qui est plus dans le contrôle, qui aime la gestion, elle va s'épanouir dans le semi-marathon où la course, elle se construit autour d'une allure régulière, voire en accélération progressive et modérée, le fameux negative split où la première partie de course est courue plus lentement que la deuxième. Et la personne qui a également ce trait de caractère, de gestion, de contrôle, mais qui en même temps est avide de défis, à la fois physiques et mentaux, elle va se retrouver pleinement dans le marathon. Donc tu vois, quand on étudie ou quand on regarde tout simplement les différents formats de course et les schémas, on va dire tactiques, les manières dont on réalise nos performances sur ces distances-là, tu peux définir assez clairement des typologies on va dire entre guillemets psychologiques de coureurs, et certains se trouveront mieux sur des distances que sur d'autres. C'est de manière plus large aussi pour ça que certains s'épanouissent parfaitement sur les crosses ou sur la piste et pas sur la route ou sur d'autres distances. C'est clair. Pourquoi se soumettre à des dictates si par exemple on n'aime pas la vitesse? On va pas commencer par un 10 km sous prétexte que c'est la porte d'entrée en course à pied sur la course sur route. C'est n'importe quoi. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, Fred, c'est bien d'avoir certaines envies, mais il faut aussi assumer la responsabilité des courses sur lesquelles on va s'aligner. Donc, il n'y a pas que la notion d'envie qui rentre en compte. Évidemment non, Guillaume. Tes traits de caractère vont t'orienter sur un schéma de course. Mais ces distances, elles répondent également à des spécificités tant physiologiques que métaboliques. Je vais les prendre une par une. Le 10 km, il est couru à une allure plus rapide que le fameux seuil. Donc, qui veut dire que ton organisme produira plus de lactate qu'il ne peut en resynthétiser. Certains disent éliminer. Ce terme est fondamentalement erroné. Mais au final, tu as une accumulation dans le muscle de lactate qui, à terme, peut te donner ce sentiment de jambes qui brûlent. À ce titre, le 10 km peut le considérer comme une épreuve à enjeu métabolique. Le semi se court précisément à l'allure du seuil. Donc, tu es vraiment sur une distance d'équilibre. Le marathon, lui, il se court à une vitesse inférieure au seuil. Mais sa distance et donc sa durée en font une épreuve à enjeu énergétique, musculaire et mental. Il faut bien avoir ça en tête également pour choisir la distance sur laquelle tu vas t'aligner. D'accord, Fred, mais il y a quand même un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de la préparation. Qui dit compétition dit qu'il faut s'y préparer. Ça, c'est indéniable. Et la préparation d'un 10 km, elle est très différente de celle d'un marathon. Alors évidemment, on ne prépare pas ces différentes distances du fait de leur spécificité de la même manière. Alors, tout le monde l'aura compris de manière intuitive. En termes de durée d'entraînement, on va moins s'entraîner pour un 10 km que pour un marathon. Mais de manière inversement proportionnelle, les intensités pour la préparation d'un 10 km seront plus importantes. Un 10 km, alors au-delà des footings qui restent la base de tout entraînement, les footings en endurance, que ce soit le 10 km, le semi ou le marathon, auront une place privilégiée. Les séances de travail spécifiques pour le 10 km, ça sera surtout sur des séances d'intensité de 90 à 105% de votre VMA. Concernant le semi-marathon, ce sont les séances dites au seuil qui prendront la part la plus importante. Pour le marathon, ça sera les sorties à vitesse marathon et les sorties longues qui auront une importance prépondérante. Tu auras très peu de haute intensité. Et tu sais, moi, Guillaume, je suis très, très féru de musculation et le renforcement, il va suivre la même logique. Le renforcement musculaire que tu fais pour préparer un 10 km n'a rien à voir avec ce que tu fais pour un semi ou un marathon. Pour le 10 km, tu vas être sur un travail de force, explosivité
pour un semi-marathon, tu vas plutôt faire un travail de développement musculaire, alors que le marathon, tu seras sur un travail d'endurance de force. Donc autant d'éléments qui vont impacter ta préparation dans le nombre, dans la durée et dans l'intensité des séances que tu vas mettre en place. Et ce qu'il faut que tu gardes bien à l'esprit, quelle que soit la distance préparée, ton entraînement doit te permettre une seule chose, agrandir ta zone de confort. Effectivement, hein, on voit la diversité des entraînements pour préparer une course. Et d'ailleurs, on dit souvent que le 10 km, c'est une course plus accessible. Moi, en tout cas, c'est vraiment mon impression personnelle. Je trouve que le 10 km, c'est une distance qui est vraiment exigeante parce qu'il faut quand même être à une intensité rapide. La préparation, elle est, il faut travailler sur des allures qui sont bien au-dessus de notre vitesse maximale aérobie. Et aussi, sur la partie musculaire, va falloir vraiment travailler la force. Et du coup, je trouve que une course comme le semi-marathon, pour moi, elle est beaucoup plus accessible. Et pourtant, la distance, elle est plus grande. Donc voilà, là, on en revient encore aux traits de personnalité de chacun, où c'est pas forcément parce que c'est plus court, ou ça peut nous paraître plus accessible, que la course, elle l'est vraiment pour nous. Fred, je rebondis aussi sur quelque chose que tu viens de dire. Tu dis agrandir sa zone de confort. Alors moi, je l'ai noté parce qu'on entend souvent qu'il faut sortir sa zone de confort et non pas l'agrandir. Donc, est-ce qu'il y a une nuance ou c'est juste que tu t'es trompé ? Je n'ai évidemment pas dit ça par hasard. C'est une question de point de vue et de positivité en fait. On entend, comme tu le disais très bien, souvent parler de zone de confort. Et je veux d'abord revenir sur ce que c'est la zone de confort. Qu'est-ce qu'on entend par là ? La zone de confort, elle représente l'ensemble des éléments, des paramètres qui fait que l'on se sent en confiance parce qu'on est familier avec les éléments, qu'ils soient d'un point de vue physique, mental ou environnemental. De ce fait, on se sent relativement en sécurité et en confiance car on limite complètement les imprévus et les événements inattendus. Et c'est clairement ce que recherche un athlète. Il souhaite être dans une situation où il contrôle et où il puisse être en confiance, soit sans événements imprévus qui peuvent le perturber de manière très naturelle. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Zone de confort ne veut pas dire confortable. C'est pas parce qu'on est dans sa zone de confort qu'on reste cloîtré dans notre bulle sans jamais chercher l'effort et le dépassement. Donc, par contre, on a un vrai risque. Si tu restes toujours dans ta zone de confort, c'est celui de stagner et de ne jamais évoluer. Donc, l'entraînement, en tout cas les séances spécifiques de ton entraînement vont avoir pour but de te faire sortir de cette zone de confort. Il faut que ça soit assez clair, mais pas avec l'idée j'en sors et je reviens dans ma nouvelle bulle, c'est j'en sors pour finalement agrandir cette zone de confort. Parce que sortir de votre zone de confort implique un stress et une implication particulière. C'est assez éprouvant pour l'athlète, quel que soit son niveau. Donc l'idée, c'est vraiment de l'agrandir pour pouvoir finalement avoir un spectre de plus en plus large, on va dire presque d'intervention ou d'évolution, de façon à ce que le jour, par exemple, de votre compétition, l'ensemble des événements qui puissent se produire, apparaître, configuration de course, conditions climatiques, et ben finalement font partie de votre champ, de votre zone de confort. C'est l'entraînement qui va vous permettre finalement d'aller toujours plus loin, de courir dans différentes conditions. C'est pour ça que c'est aussi important d'aller quand il fait pas forcément beau. On sort de notre zone de confort parce qu'un jour on peut y être confronté. Et si on l'a été à l'entraînement, eh ben on ne sera pas surpris et on ne sera pas déstabilisé au moment clé. Et c'est clairement le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, d'avoir la zone de confort la plus élargie possible. J'aime bien cette vision de zone de confort élargie. C'est vrai que c'est un point de vue qui est peut-être un petit peu plus positif. En parlant de tout ça, tu nous parles de régularité et de l'importance d'être régulier pour réussir. Il y a une question qui se pose, c'est comment rester tout le temps impliqué dans une préparation. Je m'explique. Effectivement, au début, on est toujours très motivé. On est plein de bonnes intentions. Mais au fur et à mesure des séances et des mois qui passent, on peut ressentir une certaine forme de lassitude et même de fatigue. Et là, le risque, c'est quand même qu'on abandonne. Alors, c'est clair, mais tu vois, le premier élément, et on en a parlé en introduction, pour enclencher une dynamique, avant d'être dans l'autodiscipline, c'est celui de la motivation. Et la motivation, elle arrive comment ? Elle arrive en se fixant un objectif absolu. L'objectif qui te fait rêver et qui te donne envie, a priori quand tu y penses, de te lever le matin et d'aller t'entraîner, de t'entraîner dur. Après, évidemment, et c'est normal, et on l'a tous vécu, et il n'y a pas un athlète, quel que soit son niveau, même vous avez des athlètes de très haut niveau qui sont en équipe de France, qui font les Jeux Olympiques, les championnats du monde, ils vous diront exactement la même chose que ce que vous vivez.
Il y a des journées, on est beaucoup moins motivé, il pleut, on a pu avoir une mauvaise journée au boulot ou ça s'est pas forcément bien passé dans le cadre familial, amical, et on se dit je serais bien mieux à la maison en train de me reposer, peut-être à manger des chips ou voilà, à rien faire. C'est à ce moment-là que l'autodiscipline, elle entre en ligne de compte, et c'est paradoxalement quand on a le moins envie d'aller courir que le sport est le plus bénéfique. Car en fait, déjà vous allez revenir et vous allez avoir le sentiment d'être allé au-delà finalement de cette sorte de force obscure qui vous tenait attaché, collé à votre canapé. Et en plus, le sport, il agit aussi sur notre humeur, il agit sur le stress, il réduit l'anxiété. Donc, il faut, quand vous avez ces moments-là, pas vous laisser le choix et si nécessaire, vous rappeler tous les bénéfices que vous allez ressentir juste après votre séance. Ensuite, n'hésitez pas à vous entourer de partenaires d'entraînement. Ça peut vous aider à progresser et à vous motiver. L'effet de groupe, c'est réellement efficace. C'est pas juste une idée, ça a été étudié. On appelle ça l'effet Ringelmann ou encore de Kohler. Et les différentes études, elles démontrent clairement qu'une personne travaille plus dur et de manière plus productive lorsqu'elle est membre d'un groupe que lorsqu'elle travaille seule. Ça, on l'a tous vécu. Donc, idéalement, entourez-vous de personnes déjà qui sont plus expertes que vous, qui sont peut-être plus disciplinés que vous, car ça va vous tirer vers le haut. Et par ailleurs, comme on l'avait déjà expliqué dans notre épisode sur l'autodiscipline, créez-vous des petites habitudes, des rituels sportifs pour qu'ils deviennent automatiques et que vous n'avez plus à y réfléchir. Je vais prendre un exemple. Moi, je connais certaines personnes qui font ça. Le matin, lorsqu'elles partent de chez elles, juste sur le pas de la porte, à l'intérieur évidemment, pas dehors, elles mettent leur affaire de sport, c'est-à-dire la paire de chaussures, la paire de chaussettes, leur collant et leur t-shirt. Comme ça, la première chose qu'elles voient quand elles franchissent leur porte en rentrant, elles voient leur affaire. Ça, c'est un petit rituel qui peut vous aider. Il y en a plein. Créez-vous vous-même vos rituels. Accordez-vous aussi des récompenses. Et là, je vais citer un grand champion français et pour vous montrer que finalement, ça touche tout le monde. Alain Mimoun lui-même, notre dernier champion olympique de marathon quand même, disait « Je cours chaque jour pour mériter mon repas ». Alors quelquefois, avoir la motivation d'une récompense, quelle que soit sa nature, que ça doit être un moment de détente dans un bain chaud, le petit gâteau qui nous fait envie dans la vitrine de la boulangerie depuis 2 jours quand on passe devant, ou tout simplement s'affaler devant votre télé pour regarder votre série favorite, c'est une juste récompense. Donc profitez-en, vivez-la, et en plus, si ça peut être un élément de motivation, voilà, sachez que vous l'aurez amplement mérité et vous ne nourrirez aucune culpabilité par rapport à ça. Merci Fred pour toutes ces petites astuces qui peuvent nous aider à rester vraiment mobilisés pendant notre préparation. Et on sait que quelquefois, c'est pas forcément tout le temps évident. D'ailleurs, il y a une question que je me pose depuis très longtemps. J'ai toujours pas trouvé la réponse. Donc du coup, peut-être que toi tu l'as. Donc d'ailleurs, je vais te la poser. En fait, elle est très simple. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce que presque chaque année, beaucoup de coureurs et de coureuses ressentent cette envie de se lancer un nouveau défi sportif? Tu vois, c'est pas quelque chose qui est anodin quand même, parce que il va falloir s'entraîner, il va falloir faire preuve d'une certaine abnégation, car oui, une préparation c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi quelques sacrifices. Alors pourquoi est-ce qu'on s'impose ça? C'est la question qu'on peut se poser. On vit quand même dans un monde, dans une société qui aime de plus en plus les divertissements passifs et récréatifs, comme regarder des séries ou encore, je sais pas, traîner sur les réseaux sociaux. Alors quand on fait le choix d'avoir pour loisir de se lancer dans la préparation d'un 10 km ou encore d'un marathon, ça peut en surprendre plus d'un. Et je t'avoue que j'ai des amis, surtout même plutôt des collègues de bureau, qui comprennent mal des fois ce choix-là et qui me prennent presque pour un fou quand je leur dis que je vais faire un marathon et que je vais m'entraîner dur pour ça. Je t'avoue que quelquefois, j'ai du mal à trouver des arguments sensés, ou en tout cas qui leur fait mouche, pour tenter de les convaincre que non, je suis pas fou. Alors je vais te rassurer Guillaume, même si par certains côtés tu es un peu foufou comme garçon, tu n'es pas dingue, je te rassure, et on touche là la nature profonde de l'être humain. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, on en parle souvent, mais c'est vraiment important de bien l'assimiler, parce qu'on a avant tout des êtres en mouvement. Et à l'échelle de l'humanité, en fait, on ne doit notre survie qu'à notre capacité à lutter contre les éléments à chasser, à lutter contre les famines et les guerres. Aujourd'hui, ça c'est clair. On vit dans des sociétés beaucoup plus sécurisées. Il nous suffit d'aller au supermarché, voire même de commander en ligne pour acheter à manger. Mais au final, on reste programmé pour s'accomplir et rechercher le dépassement de soi, car c'est clairement un élément indispensable à notre survie.
Et ça a été étudié également, hein, donc c'est pas juste une élucubration d'entraîneur. Ça a été vraiment étudié par l'un des pionniers de la psychologie humaniste, Abraham Harold Maslow, qui a établi une pyramide de besoins, et au sommet de cette pyramide, tu retrouves justement le fameux besoin d'accomplissement. C'est-à-dire que sur la base, tu as les besoins primaires, se nourrir, survivre, se reproduire. Après, tu as des besoins intermédiaires, qui est la reconnaissance du groupe, reconnaissance sociale. Et au final, tu as le besoin d'accomplissement. Et c'est bien là qu'il faut comprendre que la compétition, c'est pas simplement le culte d'une victoire, le culte du chrono. C'est aussi l'art d'oublier ses limites, ses doutes et peut-être même son passé. Et on est en plein dans cette dimension de l'accomplissement. Et ce qu'a démontré Maslow, c'est que ce besoin d'accomplissement n'est jamais totalement rassasié. Et c'est pour ça que même lorsque tu t'es fixé l'objectif le plus fou possible, eh ben, une fois que tu as ce sentiment d'accomplissement, du travail bien fait, eh bien, tu y retournes et tu te fixes un nouvel objectif. Tu n'es clairement pas fou. C'est simplement, voilà, que, au final, je dirais, et j'en suis plutôt satisfait, tu as atteint le plus haut de la pyramide, et ce sentiment d'accomplissement est celui qui te permet de continuer à avancer et d'être en mouvement et en vie perpétuelle. Ok, je reprendrai tes arguments à la machine à café quand je devrais faire face aux remarques de quelques-uns de mes collègues, par exemple. Mais de toute façon, Guillaume, hein, il ne faut jamais prendre les critiques de manière personnelle et individuelle. Généralement, elles ne disent rien de nous, mais beaucoup de ceux qui nous les adressent. C'est pas faux. Je dois t'avouer que c'est pas faux. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les éléments clés à retenir dans cet épisode? Alors, moi, je te dirais que chaque distance a ses spécificités qui peuvent ou non correspondre à notre personnalité. Ça, je pense que c'est vraiment un élément clé. Mais au-delà de notre propre personnalité, on l'a vu, le 10 km, le semi-marathon ou le marathon répondent également à des particularités d'entraînement. Il faut bien intégrer ces différentes dimensions pour faire son choix en connaissance de cause, Guillaume. Et je conseillerais tout simplement, au final, de se frotter à ces différentes courses dans une logique de progressivité qui peut avoir sa pertinence, surtout quand on débute. Pour y aller, voilà, pas prendre un gros choc d'entrée, et afin finalement de pouvoir décider in fine à partir de ton expérience et de ton vécu quelle distance est la plus adaptée pour toi. En fait, après, ça te permettra de fixer au mieux tes objectifs. Et n'oublie pas, enfin ça me semble vraiment primordial, le plus bel objectif sur lequel tu puisses travailler, c'est sur toi-même. Merci Fred pour tous ces éléments. Je suis sûr que maintenant, plus aucune distance n'a de secret pour personne et que ça va être beaucoup plus simple de choisir son objectif. Sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle. Allez, c'est parti! Dans la tête d'un coureur, l'instant lifestyle. L'instant lifestyle, chaque semaine, on vous dégote les bons plans, les astuces et les dernières nouveautés du monde de la course à pied. Et cette semaine, pour cet épisode de rentrée, ça va être un instant lifestyle particulier puisqu'on est très enthousiaste à l'idée de vous annoncer un événement auquel on va participer. Fred, à tout seigneur, tout honneur, je te laisse annoncer cette grande nouvelle puisque ça te concerne tout particulièrement, je crois, notamment par rapport à tes origines. Alors, moi, je veux vraiment l'annoncer parce que on va aller dans ma ville natale, Lyon, pour celles et ceux qui le savent, qui nous écoutent régulièrement. Et on y sera pour un événement particulier puisqu'on sera présent sur le village Rosny-Lyon le 5 octobre prochain pour l'enregistrement d'une émission live du podcast Dans la tête d'un coureur. Et du coup, voilà, moi je suis ravi de pouvoir retrouver ma ville et en plus avec mon podcast et mon ami Guillaume. Et bien moi aussi, Fred, je suis ravi de pouvoir faire ce live avec toi et avec tous nos auditeurs qui vont participer à Rosny-Lyon. On est très heureux de pouvoir participer à cet événement puisque déjà c'est des courses qui sont toujours très bien organisées, mais aussi, et c'est ce qui a été très important pour nous, c'est un événement qui rassemble toute la communauté de coureurs sur route. Évidemment, si vous faites du trail, c'est pas forcément là où on va vous retrouver, mais n'oubliez pas qu'on a enregistré le premier épisode de la saison 2 sur l'une des courses les plus réputées du trail international. Donc il en faut pour tout le monde. Et Rosny-Lyon, c'est un événement qui est fédérateur pour tous les profils de coureurs sur route. Je m'explique. Que vous soyez un
coureur de 10 km, un coureur de semi ou encore un coureur de marathon, eh bien toutes ces distances sont proposées sur Running Lyon. Donc pour nous, c'est parfait. Donc on va pas faire une émission que pour des coureurs de 10 km ou des marathoniens. Là vraiment, tout le monde peut venir, tout le monde peut participer et ça c'est top. Comment ça va se passer ce live? Alors il n'y aura pas que Fred et moi, on va inviter aussi un athlète local et croyez-moi, on a mis les bouchées doubles pour vraiment avoir des athlètes de renom, des champions et des championnes. Mais c'est pas tout, on va aussi convier une personnalité locale. Là l'idée c'est de pouvoir vous faire découvrir tous les bons plans course à pied de la ville de Lyon, les meilleurs spots pour courir, les meilleurs restaurants LC, les meilleurs endroits à visiter quand on aime la course à pied. Voilà, l'idée c'est aussi de vous faire découvrir cette magnifique ville lyonnaise qui est très chère à Fred, on l'aura compris. Et donc si vous voulez participer, vous êtes la bienvenue. C'est vraiment important pour nous de pouvoir échanger et discuter avec vous. Vous nous racontez votre expérience, votre relation avec la course à pied, les courses que vous allez courir et surtout, voilà, vous nous dites les sujets qui vous intéressent et nous c'est très important parce que c'est vous les rédacteurs en chef du podcast et donc pouvoir recueillir un peu toutes ces informations, c'est ultra enrichissant et puis généralement quand deux passionnés de course à pied se rencontrent, ça crée des échanges toujours sympas. Donc voilà, on a hâte de vous rencontrer. Voilà, et ce que disait Guillaume est très important, ça nous permet de partir, d'aller à votre rencontre, de pouvoir échanger, de pouvoir vivre cette expérience assez exceptionnelle, de pouvoir enregistrer le podcast en votre présence. Donc on est ravis, puis bon, je le dis clairement, hein, je suis lyonnais, je suis, je pense, une des personnes les plus comblées de la planète running de France à ce jour. J'imagine, Fred. Si ce genre d'événement vous plaît, si voilà, quand on part enregistrer des émissions live et venir y assister et rencontrer aussi par la même occasion des athlètes de haut niveau, c'est des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra peut-être réitérer l'expérience. Il y a aussi Running Marseille, Running Mont-Saint-Michel. Donc, si c'est des choses que vous aimez, on sera ravis de pouvoir faire d'autres enregistrements et aller découvrir d'autres villes et partir à la rencontre un peu comme un Tour de France de la course à pied. Ça, c'est à vous de nous le dire si c'est des formats que vous appréciez. On fait un essai et puis après on verra en fonction des retours qu'on a pu avoir si c'est des choses qu'on pourra réitérer ou pas. Ah, exactement, hein, c'est l'expérience qui déterminera finalement si on se retrouve de manière régulière directement sur le terrain. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus, Fred, sur ce qui nous attend à Lyon? Alors, je vais pas tout dire tout de suite parce qu'il faut un peu entretenir le suspense. Et en plus, je me suis fait accuser dernièrement par deux amis proches d'être un spoiler en série. Donc, je vais éviter de le faire tout de suite. Mais on aura une immense, là je vais quand même dévoiler une partie de la réponse, une immense championne avec nous sur le plateau, une des rares championnes du monde en athlétisme qu'on puisse compter en France. Voilà, j'en dis pas plus. Sur quelle distance? Allez, je vais faire les curieux. Je ne dirai pas à distance, mais vu qu'elle est de la région lyonnaise, je pense que les connaisseurs devineront, hein, j'en dis pas plus. Et on aura une autre personne. Là, on va faire un plateau 100% féminin parce que les femmes occupent une grande place dans le monde de la course à pied. Sur une personnalité qui connaît bien Lyon et ses environs et qui saura bien nous donner toutes les bonnes adresses, comme tu le disais, où courir, où manger sainement et où sortir un peu, se changer les idées après la course. Voilà, tout pour connaître Lyon dans ses moindres recoins lorsqu'on a l'optique running en tête. Ok, super. Bah écoute, on a hâte d'y être. Et d'ailleurs, en plus, je crois que tu vas courir aussi, toi, sur la Running Lyon. Tu seras présent sur quelle distance? Je n'en dis pas plus. Allez, c'est pareil, c'est la surprise, c'est la surprise. J'ai pris un dossard, mais je dirai pas encore sur quelle distance. Soyez attentifs, justement. Bon, on te verra. Tu faut quand même nous dire les choses, Fred. Tu peux pas faire le mystérieux comme ça à chaque fois. Si. Pour l'instant. Ah, c'est parce que t'es pas préparé, c'est pour ça. Exactement. Donc, bon, en tout cas, c'est sympa. On va pouvoir courir avec toi et se mesurer à toi alors. Donc, sur une des distances de la running, voilà. Moi, je la ferai pas, mais je serai par contre sur le parcours pour encourager tout le monde. J'espère que la météo sera avec nous. Donc, si vous voulez participer à cet événement, on vous donnera sur notre site internet toutes les informations pour s'inscrire et venir assister au live. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr ou
sinon, sur nos réseaux sociaux, c'est toujours le plus simple pour discuter avec nous. C'est aussi nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, où on est pas mal présent et disponible. En tout cas, on essaye de répondre quand on en a la possibilité de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions et on vous donnera toutes les informations complémentaires pour participer à l'événement. On est ravis de venir sur Lyon. Ça va être la première fois qu'on va venir. On sait qu'on a pas mal d'auditeurs qui sont présents sur cette région-là. Et voilà, je me languis déjà pouvoir courir avec toi, Fred, dans le parc de la Tête d'Or. C'est un endroit magnifique que tous les Lyonnais et Lyonnaises connaissent, mais il y a plein d'autres endroits magnifiques où courir à Lyon et certains assez surprenants au cœur même du vieux Lyon. Mais voilà, on n'en dit pas plus. Parce que c'est l'idée de vous faire découvrir tout ça. Exactement. Donc, si vous avez prévu de courir une des distances de la Run in Lyon, eh bien, passez nous voir sur le village de la course la veille, le samedi. Et puis, si vous voulez vous organiser un week-end sympa, course à pied et découvrir une très belle ville, ça peut être aussi l'occasion. Donc, voilà, peut-être que ça vous donnera envie. Sinon, Fred, merci. J'ai été ravi de faire cet épisode avec toi. C'était un peu particulier, hein. On a voulu vraiment faire une synthèse, pouvoir récapituler un peu tous les éléments importants qu'il faut bien avoir en tête pour commencer sa saison et vous aider aussi à choisir votre distance en fonction de vous, de votre personnalité, parce que ça c'est extrêmement important, sans vous soucier des dictats. Et on sait que malheureusement, voilà, il y a quelques a priori dans la course à pied qu'il faut combattre. Donc voilà. Écoute Fred, je te dis à très vite. À bientôt.